Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous hebdo Club Foot sur tous les réseaux sociaux de Tendance Ouest et en podcast. Aujourd'hui encore énormément d'actualités dans notre football normand, de la Ligue 2 au championnat amateur. On va tout passer en revue avec d'abord le hack, sérénité réelle ou de façade, on verra ça. En tout cas, les Havrais semblent préparer leur saison dans la plus grande des tranquillités, tout l'inverse du Stade Malherbe de Caen. Et oui, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais un communiqué vient de tomber de la part du président. On y reviendra dans quelques instants. 300 millions d'euros, c'est le total du plan de la 3F pour les clubs amateurs. Est-ce suffisant ou pas? On verra ça avec eux. Et enfin, le foot régional. Est-ce que la bagarre entre haut et bas normand est lancée en vue des élections? Là encore, on aura nos analystes pour répondre à tout ça. Premier d'entre eux, Julien Caillard, aujourd'hui d'RTL. Salut Julien. Salut, la dernière fois j'avais amené des fleurs, cette fois j'ai pris mon mug tapisserie de Bayeux parce que c'est la guerre, messieurs. Voilà, c'est ça. Adrien Casanova, lui il est tranquille, vous allez voir, il a que des bonnes nouvelles à nous apporter. Il nous vient du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Et salut à toi, Thibaut Deslandes de Tendance Ouest. J'ai rien apporté, salut à tous. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je le disais en préambule, on n'avait pas forcément prévu de s'étaler sur le cas du Stade Malherbe de Caen cette semaine pour faire une grande place au hack. On va néanmoins faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelques minutes de cela, un communiqué du président Fabrice Clément est tombé sur le site officiel du club. Julien Caillard, votre avis sur ce communiqué? Moi je voudrais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on sort ce type de communiqué. Je vois pas très bien à quoi il sert. Fabrice Clément nie les chiffres qui sont annoncés par qui, je ne sais pas, mais il ne donne à aucun moment les chiffres qui, selon lui, sont les bons. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce type de communiqué. Je trouve qu'il révèle surtout une forme de fragilité du Stade Malherbe qui me paraît évidente à quelques jours de son passage devant la DNCG. Oui, c'est en tout cas le sentiment commun à la lecture de ce communiqué, Thibaut Deslandes. C'est dans le dur, là. On a vraiment l'impression qu'on est dans le dur. Je comprends le fond. Je comprends le fond, le fait de dire laissez-nous travailler. Je comprends pas la forme, je comprends pas le timing. J'avoue que je suis assez perplexe. On peut considérer quand même d'ores et déjà que c'est un peu une erreur de communication de la part des dirigeants du Stade Malherbe de Caen. Je pense qu'au point où ils en étaient, ils pouvaient laisser le temps filer sans communiquer. Il n'y avait vraiment pas de quoi dire des choses ce matin et surtout il n'y avait vraiment pas de quoi ne rien dire ce matin parce que la réalité c'est ça, c'est qu'ils ne disent absolument rien. Ce communiqué, il fallait le faire s'il y avait des informations complémentaires à apporter, mais de venir dire que la presse régionale et la presse nationale racontent des bêtises, j'ai envie de dire que c'est une communication à la Jean-Michel Aulas et elle ne sert pas à grand-chose. Et puis si vous dites que les chiffres qui circulent dans les médias sont les mauvais, alors vous donnez les bons. Alors vous donnez les bons. Ouais, eh bien ça tranche. Et là, parenthèse, Stade Malherbe fermé pour cette émission. Ça tranche évidemment. Et là, je me tourne vers le plus heureux des hommes en ce moment. Lui, il a un club professionnel où tout semble aller parfaitement. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, du côté du hack. Et c'est notre grande partie du jour en matière de foot professionnel. Tout a l'air d'être serein là-bas. Oui, c'est vrai, la sérénité est plutôt au rendez-vous. Alors après, c'est une sérénité, je ne sais pas si on peut vraiment parler de sérénité, puisque comme tous les clubs, la crise aura forcément des conséquences. Hein. Il est resté par exemple 10 journées de championnat, c'était 5 journées à domicile. C'est autant de journées sans recettes, sans billetterie, sans buvette, tout ça. Donc il y a forcément des pertes économiques qui vont être importantes pour le club. Mais à côté de ça, il y a aussi un club qui est, en tout cas, dans un contexte un peu moins anxiogène, dû notamment à la vente de Tino Kadewere en janvier. Ça a apporté beaucoup de fonds, notamment pour le club. Donc je pense que oui, le club va traverser en tout cas cette période avec un petit peu moins de peur peut-être que d'autres clubs. Donc oui, il y a une sérénité de ce côté-là au niveau sûrement financier qui est un peu plus importante que d'autres formations. Et puis ensuite, côté sportif, voilà, les choses se préparent doucement en coulisses. La reprise est prévue là pour le 22 juin. Donc oui, les choses vont reprendre petit à petit leur cours et la vie va reprendre du côté du hack. La vie reprend du côté du hack. Julien Caillard d'RTL. On a l'impression, plus que jamais, que Paul Le Guen, en une saison, a imposé non seulement sa patte, mais aussi son caractère sur ce club, parce que c'est typiquement le Gouenien se calme. Je ne sais pas si ça vient de Paul Le Guen. Moi, je crois que c'est tout un club qui est calme parce que c'est tout un club qui sait
où il va. Et vu de Caen, puisque moi je suis canet, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre ce Stade Malherbe de Caen et ce HAC, parce que le Stade Malherbe en ce moment, c'est un club, on l'a dit, à qui la crise va coûter quelques millions d'euros selon les propres aveux de Vincent Volpe, mais qui va s'en remettre sans problème parce que ses finances sont gérées de manière rigoureuse. On ne peut pas en dire autant du Stade Malherbe. C'est un club, vous l'avez dit, qui a fait le choix de Paul Le Guen, un entraîneur expérimenté que Vincent Volpe aurait aimé faire signer 4 ans d'entrée et que Vincent Volpe compte prolonger très rapidement. Le Stade Malherbe, lui, de son côté, a connu 4 entraîneurs en 2 ans. C'est un club qui a su faire de bons coups sur le marché des transferts. Je pense évidemment à Tino Kadewere, quand le Stade Malherbe de Caen, lui, a semblé multiplier ces dernières années les mauvais choix. Tino Kadewere, c'est quand même un homme acheté 2,5 millions qui part pour 12 millions d'euros l'hiver dernier, sans compter les éventuels 2 millions d'euros de bonus et les 15% d'intéressement à la revente. Et puis c'est surtout un club, Le Havre, qui peut être à l'offensive aujourd'hui sur le marché des transferts parce qu'il a des marges de manœuvre et qui viennent du fait que pas mal de joueurs sont en fin de contrat, alors que du côté de Caen, il faut dégraisser et faire partir des joueurs qui sont toujours sous contrat et qui sont invendables. Donc on voit bien à quel point les deux clubs sont très différents, à quel point l'un va tenter de jouer la montée à court terme et à quel point l'autre va surtout tenter rapidement de se restructurer pour d'abord rester en vie. Est-ce que vous abondez en ce sens, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, est-ce que Le Havre est en train de cumuler tous les bons points qui pourraient faire de ce club un club réellement et là assurément prétendant et solide à la sortie de cette crise, parce qu'on est encore en sortie de crise, on n'est même pas à penser au mois de septembre prochain. Oui, je suis plutôt d'accord avec Julien là-dessus. Le Havre a en tout cas des arguments à faire valoir la saison prochaine. C'est vrai que le fait que Paul Le Guen soit à sa tête et soit maintenu, il ait la confiance de ses dirigeants, déjà il y a une forme de continuité par rapport à la saison dernière. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Ensuite, on a un groupe que Paul Le Guen connaît, qu'il va essayer de renforcer pendant cette période estivale justement pour justement donner un peu plus de qualité à ce groupe. Déjà l'an dernier, Le Havre a fait de très bons résultats. Il y a eu quand même des choses intéressantes qui ont été entrevues. Donc forcément, le Havre sera une nouvelle fois, je pense, parmi les prétendants, en tout cas à la première partie du tableau, si ce n'est plus haut encore. Mais il y a aussi des attentes et des interrogations. La vente de Tino Kadewere, c'est la perte d'un attaquant qui était quand même l'an dernier ultra important pour Le Havre. On a eu de cesse de le rappeler l'an passé, mais Tino Kadewere, c'était plus de 60% impliqué dans plus de 60% des buts du club ciel et marine. Donc sa perte, il va falloir forcément la pallier et trouver du coup des joueurs qui soient capables aussi de le remplacer. Donc ça va être ça aussi qui va être très important dans les prochaines semaines, c'est voir quel profil, quel joueur Le Havre va être capable d'enrôler pour pouvoir pallier justement ses départs. Donc, je pense à Tino Kadewere, je pense également à Barnabas UBC sur le poste de latéral droit et d'autres notamment au milieu comme Pape Gay. Donc voilà, il va falloir voir dans les prochaines semaines, mais en tout cas c'est sûr que si Le Havre arrive à faire un recrutement cohérent, il aura en tout cas de très gros atouts à faire valoir l'an prochain et normalement un statut en tout cas d'outsider ou de prétendant à la montée à renouveler comme ils le font d'ailleurs depuis quelques années déjà. Thibaut Deslandes, je vous voyais tout à l'heure sur l'analyse d'Adrien Casanova, peut-être émettre une ou deux réserves quand on disait que Le Havre allait être un prétendant. On a forcément l'impression que Le Havre tous les ans est un prétendant depuis des années et que ça ne marche pas. Non, c'est pas que j'émets des réserves, c'est que on oublie un petit paramètre, c'est qu'on a deux clubs qui, dans leur structure récente, sont quand même assez différentes. On a déjà évoqué ces dernières semaines le fait que le Stade Malherbe de Caen était un club de Ligue 1 qui avait du mal à se réinstaller en Ligue 2 et que à ce titre-là, il souffrait financièrement parce qu'il avait un train de vie de club de Ligue 1. Et c'est pas le cas du Havre. Ce qui a permis au Havre ces dernières années de se stabiliser et de mieux, je pense, encaisser cette crise. En tout cas, on le verra dans les mois futurs, mais ça permet au Havre d'avoir une stabilité financière beaucoup plus assurée que celle du Stade Malherbe de Caen. Ça, c'est la première réserve. Et puis la seconde réserve, effectivement, c'est que oui, d'accord, Le Havre va apparaître comme un des poids lourds du championnat de Ligue 2 la saison prochaine. Mais si je me trompe pas, l'année dernière, au début de la saison, on est tous en train de dire que Le Havre va être dans les 3-4 premiers, quoi. Et au final, la réalité, elle est pas là. C'est que Le Havre n'a jamais réellement joué la montée en Ligue 1 cette saison. Donc, on a des attentes
auprès du Havre, mais j'attends de voir. Julien Caillard, je vous voyais être là pour du coup réservé. Pour le coup, moi je trouve que le Havre était peut-être en passe de jouer la montée en Ligue 1. Je trouve d'ailleurs que ce club a fait preuve de beaucoup de délicatesse dans sa manière de gérer cette crise, parce qu'il aurait pu monter au créneau comme d'autres en disant écoutez, au moment où ça s'est arrêté, ce championnat, on était 6e, aux portes du top 5, aux portes d'éventuels playoffs, et peut-être est-ce que nous aurions été en mesure d'aller au bout. Le président Vincent Volpe n'a pas parlé parce que c'est vrai qu'il était aux États-Unis, il avait par ailleurs des problèmes familiaux manifestement à régler, mais je trouve que le Havre a fait preuve de courtoisie pendant cette crise, et que ce club pouvait faire partir de ceux qui pouvaient légitimement se sentir lésés par l'arrêt des championnats. Moi, je ne suis pas sûr que le Havre n'aurait pas été en mesure, en cette fin de saison, d'aller chercher quelque chose qui puisse ressembler à des playoffs et donc peut-être à une montée. Ah, mais ça peut être, mais la réalité est que jusqu'à l'arrêt des championnats, le Havre, ils sont pas loin, mais ils sont pas là non plus. Ils sont pas au rendez-vous de ces 2-3 premières places, rendez-vous auxquels on les attendait tous en début de saison. Et puis il y a eu ce petit paramètre pour revenir sur le fait que le Havre aujourd'hui est serein, c'est que il y a le petit coup de chance en plus, quoi. Tino Kadewere, c'est le petit coup de chance en plus qui fait basculer les choses du bon côté avec cette vente là qui intervient pendant l'hiver et qui permet au Havre, au moment même où démarre la crise, d'être totalement, ou en tout cas d'apparaître totalement serein. Adrien Casanova, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On est vraiment dans une structure où tout s'est mis bout à bout pour que ça marche enfin pour les Havrais. C'est en tout cas ce que l'impression donne de la chronologie depuis ce que vient de citer Thibaut, ce mois de janvier et la vente de Kadewere à Lyon. Oui, c'est vrai que les planètes sont en quelque sorte alignées à ce niveau. En tout cas, ce transfert a été le bienvenu. Il est survenu juste avant la crise. Mais après, comme je le rappelais, et pour revenir sur le plan sportif, et là je rejoins un petit peu en fait les deux analyses, celle de Julien et celle de Thibaut. Ce transfert, il est bienvenu, mais maintenant il va falloir réussir à en fait le bonifier finalement. Oui, exactement. Justement, Paul Le Guen a l'air d'avoir commencé quand même, on va revenir avec vous Julien tout à l'heure, Paul Le Guen a l'air d'avoir commencé son marché qui ne peut pas surprendre, qui s'oriente vers les clubs turcs, là où il est allé pendant quelques mois entraîner, là où il a fait venir ses deux premiers éléments, Ertuğrul Ersoy, notamment l'année dernière. Est-ce que l'on va avoir une vraie filière des clubs turcs avec Paul Le Guen selon vous ? Parce qu'il y a quelques noms qui fleurissent pour le moment, mais est-ce que l'on peut être certain d'un apport réel, justement ? Pour le moment, il n'y a aucune arrivée qui est encore officielle. Oui, c'est vrai qu'il y a des noms qui fleurissent à droite à gauche, des rumeurs, mais aucune arrivée officielle. Côté turc, il y a effectivement des noms qui circulent. Encore une fois, du côté de Bursaspor, le club d'où était originaire Ertuğrul et puis Umut Meras. Voilà, mais après, pour l'instant, rien de plus. Je sais que les joueurs qui sont ciblés, notamment, on parlait de Kapasak. Alors, excusez-moi pour l'accent. Il est aussi ciblé et courtisé par d'autres clubs turcs comme Fenerbahçe et Trabzonspor. Donc, ça prouve forcément sa valeur puisqu'on parle de grosses écuries du championnat turc. Mais à côté de ça, voilà, le Havre n'a pas forcément la primeur sur ce dossier encore. Donc voilà, il y a des rumeurs, mais rien d'officiel encore. Au niveau des départs, Adrien, on fait le point. Là, il y a quelques départs quand même qui sont d'ores et déjà actés. Et il va falloir d'ores et déjà les combler. Exactement. On a les départs, et là, c'est un petit peu un des points d'achoppement entre dirigeants et supporters. On dira, c'est les départs libres de Pape Gueye et de Loïc Badet. Ce sont deux joueurs qui plaisaient aux supporters et qui partent sans la moindre recette pour le Havre. Donc ça, forcément, c'est un point qui déplaît aux supporters. Ensuite, on a le départ également de Barnabas Bessé, le latéral droit qui était très intéressant à son poste. En fin de contrat, on a également Ebenezer Asifoua qui est parti et, si je ne me trompe pas, rejoint Pau. Et puis nous avons également Amos Yuga et Junior Dinaï Bibé qui est retourné, lui, retour de prêt au Paris Saint-Germain. Ouais, ça fait quand même pas mal de joueurs sur le groupe type, a-t-on envie de dire, de l'année passée. Va falloir vraiment faire un marché conséquent en nombre. Alors, Julien, évidemment, tout à l'heure, vous pointiez le doigt sur le strict inverse entre le Stade Malherbe de Caen et le Havre. Du côté du Havre, il va falloir acheter et bâtir ce nouveau groupe, finalement.
Ah bah oui, mais je préfère avoir à acheter et bâtir en ce moment plutôt qu'à avoir à vendre. C'est pour ça, oui, bien sûr. Oui. Le marché, il est d'abord à ceux qui veulent acheter plus qu'à ceux qui veulent vendre cet été. Donc je pense que c'est un avantage d'avoir des fins de contrat et de pouvoir remodeler son effectif cet été plus que les autres. Donc je pense que ça peut être un véritable apport pour Le Havre. Maintenant, je voulais juste revenir sur la chance dont a parlé Thibaut. Je trouve que c'est sévère de parler de chance parce que vous vous souvenez, l'hiver dernier, lorsque Tino Kadewere a été vendu, certains ont critiqué le choix des dirigeants havrais en disant écoutez, c'est précipité tout cela, vous auriez peut-être pu en tirer davantage l'été prochain si vous lui aviez laissé le temps de s'épanouir 5 ou 6 mois supplémentaires. Si ça avait été le cas, si il avait fallu attendre cet été pour le voir vendu, probablement est-ce qu'il serait parti pour 6, 7 ou 8 et on aurait dit pourquoi vous ne l'avez pas vendu l'hiver dernier vous avez Oui, mais bien sûr. Oui, c'est donc ça, moi, c'est je ça. ne parlerai pas de chance. Je dirais bravo, messieurs les dirigeants havrais, d'avoir eu l'intelligence de saisir l'opportunité quand elle s'est présentée et de ne pas attendre un éventuel mieux. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Mais je suis d'accord avec toi, Julien, mais c'est le petit coup de pouce au bon moment avec cette bonne offre qui arrive à l'hiver. Je vais pas dire que effectivement c'est pas une chance absolue parce que les dirigeants font ce qu'il faut et ça je te rejoins totalement. Mais il y a ce petit coup de pouce avec la bonne offre au bon moment. Si l'offre n'avait pas été satisfaisante, ils auraient probablement attendu quelques mois de plus et effectivement se seraient retrouvés dans la situation que tu décris. Et je dis c'est là où les planètes s'alignent. On a utilisé ce terme-là et je crois que c'est le bon. Les planètes s'alignent à ce moment-là. Et ça fait basculer les choses du bon côté. Exactement pour les Havrais. Alors on verra si ça a fait basculer les choses du bon côté sur ces Ciel et Marine. On a le programme des matchs amicaux et de la préparation qui est tombé il y a quelques heures de cela pour les Ciel et Marine. Alors on va se retrouver avec, et là c'est un point d'achoppement aussi, Adrien Casanova, parce que ça fleurit déjà sur les réseaux sociaux, je l'ai vu. Uniquement des matchs à l'extérieur, aucun match de Calais pour le moment au Havre ou dans sa proche banlieue. Ça fait grincer des dents. Le match le plus proche au niveau géographique, c'est le Touquet et ce sera face au Stade de Reims. Ensuite, le 28 juillet, les Havrais joueront Angers, puis le Stade Malherbe de Caen au Stade Michel Dornano, ce sera le 1er août à 18h, puis RM dans la foulée, puis ensuite l'En-Avant Guingamp le 5 et le 8 août et le 12 août. On terminera pour les Havrais cette phase de préparation par un match face à l'US Avranches. Ces protestations des supporters, vous les avez vues aussi, Adrien, ces derniers jours? Oui, c'est vrai. Les supporters se plaignent de ne pas avoir de match à domicile. Bon, c'est le choix du HAC pour l'instant. Après, il y aura peut-être aussi des matchs dans la région. Je vois qu'il y a notamment des matchs contre QRM et contre Avranches. On n'a pas encore le lieu. Le lieu est à définir. Donc peut-être que ça sera entre les deux clubs, on va dire. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Ce qu'on peut imaginer, ça pourrait permettre aux supporters d'aller justement suivre leur club. Bon, après voilà, je ne sais pas forcément quel est le choix du HAC par rapport à cela. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de match à domicile, mais oui, en tout cas, c'est vrai que les supporters en tout cas ne sont pas forcément heureux de ça. Ils estiment que ça fait plusieurs années que les matchs justement de pré-saison sont toujours délocalisés et bon, ils se plaignent de ça à juste titre ou non, ça à voir. Julien, vous sauriez. Je sais ce que vous allez répondre. C'est bizarre, je le sens dire. Moi, je veux bien tout entendre, mais dans un mois, les matchs, ils sont à huis clos. Donc, c'est ça. C'est pour ça, j'attendais. À Bordeaux, à Reims ou à... Tout est à huis clos. Tout est à huis clos. Effectivement, parce que la réalité des choses, et ça vaut aussi pour les matchs du Stade Malherbe de Caen qui ont été également dévoilés les dernières heures. On a des matchs le 11, le 18 juillet pour Caen. C'est à déterminer contre QRM le 1er août. On l'a dit, ce sera au Stade Michel Dornano de Caen, mais à huis clos, c'est d'ores et déjà officiel. La rencontre aura lieu à 18h. En fait, ça fait plaisir à 5 journalistes canés. Mais c'est ça. En gros, c'est ça. Et pour les Havrais, en gros, ce sera à peu près la même chose, puisque seule la presse très probablement aura droit d'accès à ces rencontres-là. En tout cas, il y aura encore de quoi parler pour les Havrais. Seconde partie de cette émission, messieurs. Le football fédéral, le football amateur, la Fédération française de football a dévoilé son plan de sauvetage et son plan de redémarrage des clubs de football. Au total, 300 millions d'euros. C'est le total de l'aide allouée, tout cumulé aux clubs partout en France par la Fédération française de football. On a la chance dans cette émission d'avoir un président de club de National 3 de surcroît, donc on va lui demander son avis. Thibaut Deslandes, président du FC Saint-Lô, on enlève la casquette journaliste, on met celle de président. Ça vous suffit, ça ? Je devrais prendre des casquettes, c'est ça pour. C'est ça. La prochaine fois, il faut une bleue. Et puis arrêtez de vous exprimer sur les autres clubs.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais finir vraiment par arrêter. Je vais finir vraiment par arrêter. Non, attends. Pour être très honnête, moi, je trouve que l'effort de la fédération sur ce dossier-là, il est quand même conséquent et dans un premier temps, il faut le saluer. Je veux dire, à un moment, il débloque 300 millions d'euros. Alors, on pourra dire, j'imagine y revenir dans les minutes qui viennent, mais on pourra dire que c'est pas assez par licencié, que ils auraient pu faire plus, que finalement, ça va leur revenir dans les caisses par d'autres moyens. Bon, on peut dire ce qu'on veut. En attendant, il débloque 300 millions d'euros et à partir du mois de juillet, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui va tomber dans les caisses d'un bon nombre de clubs qui, pour la plupart d'entre nous, en avons besoin. Donc, ça, c'est une bonne chose. Après, la question, c'est 300 millions, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, je l'ai déjà dit il y a 15 jours, je crois. Je ne sais pas si ça va suffire. On verra. Je pense que les clubs qui étaient en grande difficulté, il ne faut pas qu'ils comptent sur l'aide de la fédération et des ligues et des districts, puisqu'on le rappelle, hein, c'est cumulé fédération, ligue, district, tout le monde abonde dans ce fonds commun. Je ne sais pas si ça suffira pour sauver les clubs qui sont en grande difficulté, mais en tout cas, c'est une aide non négligeable pour tout le monde, y compris pour nous. La remontée de terrain que vous pouvez avoir pour l'heure, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, est-ce que l'on est dans ce système de pensée de dire oui, il faut saluer cette aide ou pas? C'est mitigé. Voilà, il y a une partie des dirigeants qui trouvent que c'est un premier pas important. Puisque voilà, forcément, comme le disait Thibaut, ce sera une aide non négligeable, mais d'autres également qui espèrent plus, qui espèrent en tout cas d'autres gestes de la part des instances. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que le bilan est plutôt mitigé auprès des clubs régionaux et départementaux qui ont pu faire remonter leur ressentiment par rapport à tout ça. Julien Caillard, vous avez étudié l'ensemble des propositions de cette aide et de ce qui va directement être alloué au club. À défaut d'en refaire peut-être une synthèse globale, il y a quand même des mesures qui sont conséquentes. Oui, alors c'est 300 millions d'euros, mais sur 3 ans, hein, si j'ai bien compris toutes les informations. C'est pour ça que c'est plan de sauvetage et de relance. Voilà, en provenance de la 3F. Écoutez, je ne sais pas si c'est suffisant. Et si Thibaut ne sait pas si c'est suffisant, je ne vois pas comment moi je pourrais savoir si c'est suffisant. J'ai cru comprendre que le président Pierre Leresteux admettait que ça n'était pas suffisant. Mais il disait aussi en même temps que c'était un effort conséquent. 10 euros par licencié, ça n'est peut-être pas suffisant. Et je trouve que c'est un effort qu'il faut saluer de la part des instances fédérales. Et puis, il y a d'autres aides qui vont arriver, notamment pour les clubs de moins de 100 licenciés, avec plusieurs millions d'euros de mis dans des ballons, dans des dotations, dans des soutiens à l'emploi. Écoutez, il va sans doute falloir parfaire cette enveloppe au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure que l'on va connaître l'ampleur des conséquences de cette crise. Mais très objectivement, 300 millions d'euros sur 3 ans pour des clubs de foot, aujourd'hui, je trouve que c'est un effort conséquent, même si cet effort, encore une fois, il va falloir le valider dans le temps, et même si, encore une fois, il va falloir lui donner du corps en fonction de ce que va être la réalité du terrain dans les semaines qui viennent. Et je pense que la rentrée de septembre sera cruciale, parce que c'est finalement en septembre-octobre qu'on va voir où sont les difficultés ou non, club par club. Thibaut. Je pense que même la réalité, on va l'avoir un petit peu plus tard parce que y a beaucoup de partenaires qui sont étalés sur l'ensemble de la saison et souvent même ces partenaires versent pour 30-40% d'entre eux en fin de saison et là on pourrait s'apercevoir de la casse à ce moment-là. Mais pourquoi ils estiment que c'est pas suffisant ces clubs-là? Ils estiment que c'est pas suffisant parce que ils n'ont pas pu organiser leur tournoi annuel qui leur rapporte 7, 8, 9 000 euros de bénéfices et que quand ils font le calcul de l'aide de la fédération cumulée, je rappelle, avec l'aide des districts et des ligues, quand ils font le cumul, ils se disent ah bah oui, mais on n'arrive pas à ce qu'on a perdu. Mais c'est évident qu'on n'arrivera pas à ce qu'on a perdu. Imaginez un club de National 3 qui a perdu plus de 25 000 euros. Et évidemment, je sais de quoi je parle, puisque je parle du mien. Un club de National 3 qui a perdu plus de 25 000 euros de partenariat sur la fin de saison. Évidemment que la Fédération française de football ne va pas venir éponger ce manque à gagner du FC Saint-Lomanche et de tous les autres clubs de National 3, de R1, j'en passe et des meilleurs. C'est une évidence. Donc c'est pour ça qu'ils jugent que c'est pas suffisant. Mais quand on regarde bien l'aide, on va toucher plusieurs milliers d'euros en ce qui nous concerne. J'estime que c'est déjà, alors on peut parler de premier pas peut-être, mais j'estime que c'est déjà plus que cohérent. Et
ça va nous permettre de respirer un petit peu et surtout d'être un tout petit peu plus serein quant aux imprévus qui seront, à mon avis, très nombreux l'année prochaine. Vous vous attendez à quoi, Thibaut, dans les clubs? Et vous, Adrien Casanova, pareil, les différents entraîneurs et présidents que vous avez pu avoir ces derniers jours, je vais commencer avec vous, Adrien. Ils s'attendent à quoi au retour à la vie, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. En Seine-Maritime, notamment, il y a une pétition qui a été lancée il y a quelques semaines qui réclamait par exemple un échelonnement des frais fixes qui sont à payer souvent en amont de la saison. Je pense au règlement des licences, aux frais d'engagement, aux choses comme ça. Pour l'instant, la Ligue Normandie prévoit en fait d'en payer 60%, donc elle a déjà fait un geste, parce que je crois que les autres saisons, c'est 80% en amont de la saison. Mais eux aimeraient plutôt un échelonnement mensualisé. Donc voilà, c'est un des gestes qu'ils réclament notamment. La pétition a reçu plusieurs centaines de signatures. Je ne sais pas quelle sera la position encore de M. Le Resteux par rapport à cela, mais voilà, c'est un des gestes notamment qui est réclamé par les dirigeants qui ont signé notamment en nombre cette pétition. On est vraiment dans l'aspect d'affiner les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, Julien Caillard. L'enveloppe, elle est là, mais il faut affiner selon les gestes à venir, quoi. Mais je crois que surtout, il faudra s'adapter à la réalité du terrain. Je pense que les situations de tous les clubs ne seront pas les mêmes. Un club de la côte sur les plages du débarquement qui a peut-être des sponsors qui, pour beaucoup, sont issus du monde du tourisme. Et on sait que les professionnels du tourisme ont de grandes difficultés aujourd'hui à l'heure où ils ne voient pas de touristes, ou un club qui est dans l'intérieur des terres et qui a beaucoup misé sur des partenaires qui sont des artisans, des commerçants qui, eux, ont eu moins à souffrir de la crise, ne vont pas avoir les mêmes retombées sur le plan du sponsoring. Je cite cela à l'emporte-pièce, évidemment, mais c'est pour vous illustrer ces situations qui vont être diverses club par club. Et je crois que ce sont aux districts, aux ligues, de faire remonter, probablement à partir de la rentrée, les difficultés des uns et des autres. Donc, je crois qu'il faut prendre acte de cette enveloppe. Elle me paraît importante. Comme l'a dit Thibaut, elle ne comble pas tout, elle n'est pas parfaite, mais il faut en prendre acte. Et puis surtout, il va falloir, dès la rentrée, probablement tout au long de la fin de l'année 2020 et du début de l'année 2021, appuyer ces clubs, recevoir leurs demandes, regarder quelles sont leurs situations les uns après les autres, et puis affiner les réponses pour que ni les emplois, ni la chance offerte aux gamins de pratiquer un sport ne soient amputés demain. Les mesures, elles sont là, effectivement, et le fait de les affiner va être essentiel dans ces prochaines semaines. Messieurs, on y reviendra sur ces différents plans, sur les premiers versements, sur les aides diverses et variées qui seront apportées dans les prochaines semaines. Troisième et dernière partie de cette émission, et pas la moins rythmé, j'ai envie de vous dire, parce que ces dernières semaines, vous avez pu le suivre dans cette émission, la Ligue de Normandie a eu des décisions à prendre, a connu de nombreuses réunions, a connu aussi de nombreuses vagues ces derniers jours avec, lors du dernier comité directeur, 2 démissions officiellement actées. Et là, je me tourne vers Adrien Casanova du Courrier Cauchois. 2 démissions de représentants au Normand, Lionel Chandelier et François Sportello de ce comité directeur de Ligue de Normandie. Vous avez eu Lionel Chandelier à la sortie de ce comité directeur, Adrien Casanova. Petit rappel rapide, pourquoi ces membres du comité directeur ont démissionné? Alors, si je prends le voilà. Lui a démissionné. Je disais donc si je prends le cas de Lionel Chandelier, en lui par désaccord de certaines décisions en coulisses, en fait, ce qui s'est passé selon lui, il expliquait que le choix de passer en Régional 1 et en Régional 2 sur des poules à 14 équipes avait été en fait acté en coulisses, bien avant. Que ce soit justement communiqué au club. Le 28 mai, il y a un nouveau communiqué qui est dans lequel M. Le Resteux précisait que justement ce choix avait seulement été discuté. C'est ce qui a notamment poussé Lionel Chandelier à sortir du silence, qu'avant cela, il ne voulait pas forcément parler à la presse. Donc en gros, sa démission a été vraiment motivée par ce choix, selon lui, de la part des dirigeants, de passer à 14 équipes. Selon lui, c'était contre-productif et surtout contre l'avis des clubs, puisque en fait, pour les clubs, ça aurait engendré des matchs supplémentaires, des frais supplémentaires éventuellement aussi au niveau déplacement, arbitrage, des choses comme ça. Donc lui était totalement contre, et surtout, pour justifier un petit peu son propos et étayer son propos, il revenait sur l'Assemblée générale
fin d'année passée, dans lesquelles cette proposition de passer à 14 avait été votée, en tout cas soumise au vote des clubs, et les clubs avaient voté à plus de 60% contre. Donc pour lui, il n'y avait pas question de revenir là-dessus. Et il ne comprenait pas en fait que ce sujet puisse revenir sur la table. C'est pour ça qu'il a choisi au bout du compte, finalement, le comité directeur a voté dans le sens de Lionel Chandelier, finalement, et de ceux qui étaient contre ce passage à 14. Il n'empêche qu'il a maintenu sa démission, qu'il a été rejoint par Françoise Portello, qu'il y a un vrai antagonisme entre les dirigeants hauts-normands de la Ligue et les dirigeants bas-normands. Julien Caillard, faut être clair, la campagne électorale des prochains mois est déjà lancée finalement. Oui, mais je reprenais les propos de Pierre Leresteux en novembre 2019, c'est-à-dire juste avant l'Assemblée générale de la Ligue. Lorsqu'on lui demandait quels sont les objectifs de 2020, il répondait « L'un des premiers objectifs, c'est de resserrer les liens entre haut et bas normand ». On est en juin 2020, l'évidence, c'est qu'on n'a pas resserré du tout les liens entre haut et bas normand. Ah ben c'est même l'ultra inverse, Julien. Voilà. On le voit dans ces dernières semaines. C'est en train de se déliter totalement. Alors, la faute à qui ? Je n'en sais rien. La faute à Pierre Leresteux, je n'en sais rien. Tout cela m'afflige. Parce que, très franchement, cette réunification des deux Normandies, elle était réclamée par beaucoup, non pas seulement depuis quelques années, mais depuis 10 ou 15 ans. Parce que très franchement, la réunion des deux anciennes régions, elle fait plutôt sens chez nous. Les grandes régions, elles ne font pas sens partout. Elles créent des territoires immenses dans certains endroits en France, mais chez nous, elle fait plutôt sens. Et voir des gens incapables de s'entendre au prétexte que les uns sont d'un côté de la Seine et les autres de l'autre, terrifiant. Où est l'intérêt général ? Où est l'intérêt du football là-dedans ? Ces gens-là me fascinent. Cette lutte d'un pouvoir qui reste quand même celui d'un pouvoir à l'échelle régionale du foot amateur me fascine. Adrien Casanova, dans les propos de Julien, alors pour du coup qui se met au centre de la Seine, le fleuve, et qui regarde un peu des deux côtés. Moi, du côté nord de la Seine, j'ai vous, Thibaut, qui vivez au jour le jour du côté sud de la Seine. Est-ce que l'on est tous d'accord pour dire que ces comportements, quels qu'ils soient, qui que soit la faute, sont totalement affligeants et desservent totalement l'intérêt du foot normand. Est-ce que l'on est d'accord avec ça, Adrien ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est totalement à l'opposé en fait d'une bonne évolution du football normand, et c'est en fait ça profite en tout cas à personne actuellement. Et justement dans sa démission, Lionel Chandelier a notamment mentionné ça encore. Cette divergence et ce clivage entre Haute-Normandie et Basse-Normandie. Donc oui, non, exactement, je rejoins là-dessus Julien. Et ça dessert totalement le football normand et les clubs, du coup, par votre fait. Thibaut Néland, vous concluez là-dessus ? Ah bah oui, vous êtes bas normand. Non, mais je suis bas normand, mais je rejoins. On est tous des Normands du foot et on a tous l'impression que c'est un bazar sans nom et que ça va conduire à une gestion de l'instance régionale qui devrait au contraire être au top de ses capacités en ce moment même pour aider les clubs. Ça va conduire cet acharnement des uns et des autres parce que on dit que les Hauts-Normands démissionnent, mais ils ont probablement leurs raisons qu'ils ont évoquées. Mais de l'autre côté, on ne peut pas donner blanc-seing aux Bas-Normands également de ce comité directeur. Non, mais je rejoins totalement Julien. Je souscris à tout ce qu'il a dit. Moi, je veux pas exonérer de leurs responsabilités ceux qui démissionnent parce que j'arrive pas bien à comprendre cette démission, cette exposition diverse dans les médias quels qu'ils soient. J'arrive pas bien à comprendre le principe. Évidemment, on peut pas donner blanc-seing au président de la Ligue et à son entourage, je suis d'accord. Mais au final, on s'aperçoit qu'on est une ligue qui peine à avancer, qui peine à grandir. Et la seule problématique, elle est là, c'est que si on veut exister sur la scène nationale et si notre ligue veut exister sur la scène nationale, il va falloir vraiment que nos dirigeants prennent conscience qu'on ne peut pas continuer à s'affronter de part et d'autre du pont de Normandie, c'est juste pas possible.
Eh bien, on va finir là-dessus, messieurs, parce que c'est exactement le message de cette émission. Le foot normand doit primer. Merci à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, d'avoir été avec nous. Merci également à Julien Caillard d'RTL et merci à vous, Thibaut Deslandes, de nous avoir accompagnés également pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Foot en vidéo et je vous promets qu'il risque d'être sacrément animé ce numéro. Pourquoi ? Parce que le Stade Malherbe de Caen aura eu son audience à la DNCG, parce que l'AS Cherbourg connaîtra en première instance son sort au niveau de son avenir sportif et administratif. Il y aura forcément de quoi dire dans cette même émission. D'ici là, passez une très bonne semaine sur les antennes de Tendance Ouest. Salut.